Hello à tous, bienvenue dans les backstage de Zero to One, l'événement startup à Lyon, organisé par H7 pour fêter justement leur 3e année d'existence. Donc moi je suis Yacine Scali, podcast host de Dans la tête d'un CEO et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec du très beau monde autour de la table. Je vais vous accompagner en live toute la journée avec 5 super talks de tous les intervenants, enfin quelques intervenants en tout cas de cet event. Et avant de vous donner la parole, parce qu'il va falloir présenter mes invités, j'aimerais quand même prendre un tout petit peu de temps pour remercier chaleureusement H7. Donc H7 qui a organisé cet événement et évidemment remercier toutes leurs équipes. H7 très rapidement pour les personnes qui nous regardent, parce que je crois qu'autour de la table tout le monde sait déjà qu'est-ce que fait H7. Concrètement H7 c'est l'espace dédié aux entrepreneurs à Lyon. Là on est dans un lieu assez particulier. En fait ce sont des anciens de Artifarty, donc qui est l'association qui a créé les nuits sonores. Et là où je vous parle, je crois pouvoir dire qu'on a reçu du très bon monde, comme Laurent Garnier. Donc on en parlera plus tard. Pour parler encore un petit peu plus d'H7, en fait, l'idée c'était de ramener des grands comptes PME et start-up au même endroit. Je crois que c'est plutôt un succès depuis 3 ans. Et justement, ils ont pas mal de programmes d'accélération. Et aujourd'hui, j'ai 3 personnes autour de ma table non pas qui participent, mais qui sont opérateurs de ces programmes, ainsi qu'un entrepreneur qui a pu en profiter. Donc voilà, c'est la fin pour ma petite intro et je vais pouvoir premièrement demander à Marie-Christine de se présenter brièvement, s'il te plaît. Merci. Donc, Marie-Christine Euth, je suis directrice innovation et services au sein du groupe Apicil. Pour ceux qui ne connaissent pas, Apicil, c'est un groupe de protection sociale qui, on va dire, est plutôt connu dans le monde de la retraite, de la santé, de la prévoyance. Et ce qu'on connaît moins, c'est que c'est un groupe qui est hyper innovant. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Hâte. Merci Marie-Christine. Merci. À toi Redouane. Moi, je suis Redouane Ouama, je suis en charge d'entrepreneuriat à la métropole de Lyon. Donc oui, on peut être fonctionnaire et promouvoir l'entrepreneuriat, être entrepreneur de la fonction publique. Ça existe, quoi. Exactement. Super, merci. Pierre-Alexandre, je te laisse la parole. Pierre-Alexandre Boileau, donc moi je représente le Crédit Mutuel du Sud-Est et j'ai pris les fonctions de responsable innovation au sein d'H7 avec qui on est partenaire membre fondateur depuis la création. Donc voilà, j'expliquerai un petit peu plus en détail après ce qu'on y fait et comment on accompagne les belles structures comme Hugo par exemple. Exactement. Quelle belle intro. À toi Hugo. On n'aurait pas fait mieux. Bonjour à tous, moi je m'appelle Hugo Giacomelli, je suis le fondateur de Zoya, qui est une start-up engagée pour rendre l'alimentation de demain meilleure. Et pour cela, nous on développe et on utilise nos propres technologies des fermes verticales. Donc il y a un concept de culture en intérieur où on va recréer tous les paramètres nécessaires pour les plantes. Voilà. Super, merci à tous pour cette petite intro et je vais enchaîner avec toi Hugo pour ma toute première question. J'aimerais savoir, donc il me semble que tu es accompagné par un des programmes ici à H7. Oui. Si tu peux d'ailleurs nous remettre un petit peu de contexte, lequel et quand. Et puis ma question qui est un peu plus généraliste en fait, c'est de savoir en tant qu'entrepreneur, since day one, il y a une question qui est assez importante, c'est auprès de qui t'entourer. Donc j'imagine que cette conversation tu l'as eu avec ton cofondateur. Complètement. Mais si tu peux nous en parler un petit peu. Alors pour le coup, moi je suis arrivé au H7 l'année dernière avec le programme alimentation durable. H7 pilote différents programmes sur des thématiques spécifiques qui vont être l'alimentation, qui peuvent être sur notamment aussi le gaming, beaucoup, en septembre du moins. Et donc en fait c'est une sélection de différentes startups qui cherchent à répondre à cette thématique-là, donc à l'alimentation durable. C'était un programme qui était piloté avec Suez et qui nous permettait de pouvoir bénéficier d'un mentor pour nous suivre. Et effectivement, cette question d'être accompagné, elle est extrêmement importante, encore plus pour moi, puisque du coup, je suis seul fondateur de Zoya, je me suis lancé seul dans cette aventure-là, avec un background plutôt classique en termes d'IAE et d'études de business. Donc en fait, les thématiques des fermes verticales rentrent sur plein d'autres domaines, qui sont les brevets avec l'INPI, qui sont typiquement la cybersécurité, qui vont être le développement de financement. Donc tout ça nécessitait d'avoir vraiment un accompagnement fort. Et c'est vraiment ce que j'ai pu bénéficier au Hachette. Suez m'accompagne vraiment sur les thématiques techniques et Hachette m'aide beaucoup sur les thématiques recrutement, cybersécurité et financement. Et j'y pense, peut-être qu'il y a peut-être d'autres stakeholders externes auprès de qui tu t'es entouré, qui sont peut-être pas présents aujourd'hui, mais tu peux peut-être nous en parler, parce que là tu parles de ferme verticale, mais oui. Si je ne me trompe pas, tu ne viens pas de ce milieu-là. Oui, complètement. Donc tu as potentiellement dû te former sur l'industrie. Oui, complètement. J'ai vraiment eu cette grande partie où je me suis auto-formé, avec beaucoup d'événements, beaucoup d'acteurs en tout cas. On a peu d'acteurs en France et en Europe de manière générale, mais je me suis beaucoup formé aux États-Unis auprès d'autres gens qui se sont lancés plutôt dans l'aventure.
Ok, trop cool. Bah écoute, merci pour ce retour. Honneur aux dames, donc je vais commencer avec Marie-Christine, évidemment. Ce sera tout ensemble. Ah, c'est super Ah sympa. bah tu n'as pas de chance. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le programme et concrètement comment vous accompagnez les entrepreneurs? C'est quoi votre valeur ajoutée pour ces personnes qui manquent parfois d'expertise sur certains sujets? Alors, je ne veux pas présenter un programme, mais des programmes, puisque, en fin de compte, on a commencé notre vie d'accompagnante start-up avec le H7. Quand Cédric a créé ce lieu Totem, on s'est posé la question de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, puisqu'on a beaucoup de besoins en matière de services pour nos propres clients. Et souvent, ça ne nous convient pas. Les modèles économiques ne sont pas forcément en adaptation ou en adéquation, en tous les cas, avec notre propre modèle économique. Et on s'est dit, pourquoi pas accompagner des startups qui voudraient rentrer dans cet écosystème du monde du service. Et donc, avec Cédric et son équipe, on a créé un programme, Apicil Santé, Prévention Santé by H7, où on a sélectionné des startups qui répondaient à nos ambitions de prévention en entreprise notamment. Et nous avons souhaité le faire un peu différemment, puisqu'on s'est dit que les startups, elles ont besoin d'accompagnement. Et souvent, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a les startups d'un côté, les grands groupes de l'autre. Et on s'est dit, il faut mieux se comprendre, mieux se connaître. Et dans ce programme-là, on a intégré des collaborateurs du groupe. Donc, j'ai créé une communauté, les Apinovateurs au sein du groupe Apicil, où ce sont des collaborateurs qui ont envie de s'investir à côté de startups pour les aider, leur faire comprendre comment on travaille nous, comprendre comment elles travaillent elles, et puis trouver ensemble un chemin, un parcours, un modèle qui soit acceptable par tous. Donc, on a créé ça à la création du H7. On a vécu cette aventure, on a vécu d'autres événements, malheureusement moins sympathiques, puisqu'on a eu toute la période Covid aussi. Et en fin de compte, on s'est dit, on va continuer sur cette lancée. Et ça a donné des envies. Parce qu'en fin de compte, les collaborateurs qui ont vu comme qu'on accompagnait, ils se sont dit, nous aussi, on a envie, pourquoi pas, d'aller créer nos propres start-up, notre propre ambition. Et on s'est lancé sur un programme d'intrapreneuriat. Donc là, on a fait un peu l'inverse. On s'est dit, nos intrapreneurs, ils ont aussi besoin d'être accompagnés, surtout des intrapreneurs de grands groupes. Parce qu'alors on a nos structures, on a nos process, on a notre environnement. Et on s'est dit, on va les faire coacher, parrainer par des startups. Donc on est allé chercher des startups qui sont venus à leur tour devenir les menteurs de nos propres collaborateurs. Et du coup, on a vraiment trouvé un souffle super intéressant à la fois en interne, mais aussi sur les modèles, puisqu'on se repose les bonnes questions, on retourne voir nos clients d'une manière différente. Et surtout, on essaye de changer nos méthodes de projet qui sont souvent lourdes et compliquées, avec un timing qui est souvent très différent des startups. Je regarde Hugo, puisque souvent, quand je vois les startups qui me demandent une prise de décision, pour eux, c'est dans la journée. Chez nous, ça prend tout de suite des durées beaucoup plus importantes. Donc voilà, on est vraiment sur ce programme-là. Et d'ailleurs, nos intrapreneurs, on leur place au H7 aussi, puisque pour moi, c'est hyper important qu'ils soient... qui sortent de leur environnement et qui puissent rencontrer d'autres intrapreneurs, qui puissent échanger. Et puis, en fin de compte, on va retrouver la French Tech, on va retrouver l'INPI, on va retrouver tous ces experts aujourd'hui qui sont indispensables dans le monde de la création d'entreprises, que ce soit en intra ou que ce soit en entrepreneur. Donc, voilà, c'est vraiment un sujet passionnant que je partage d'ailleurs avec, mais je pense que j'aurai l'occasion d'en parler après. On va donner la parole à Redouane, mais juste avant, moi j'ai quand même envie de rebondir sur une petite chose que tu as dite. La plupart du temps, historiquement, c'est plus les entrepreneurs qui jouissent de l'aide des grands groupes. Là, vous avez fait l'inverse, je trouve ça hyper intéressant. Tu en as parlé d'un point de vue de deadline qui sont à plus quelques heures, donc dans la même journée. C'est quoi, en gros, les plus gros challenges pour tes collègues qui sont aujourd'hui devenus intrapreneurs et le changement, le plus gros, en tout cas, que tu as pu voir? Alors, le plus gros challenge, c'est de leur réapprendre à travailler en maîtrisant une vision 360 de leur entreprise. Ça, c'est hyper important, puisque dans les grands groupes, souvent, ce qu'on reproche, c'est le fonctionnement silo, où chacun fait sa tâche et n'a pas une vision globale. Et puis après, leur apprendre à être frugal aussi, puisque souvent, on peut avoir des moyens quelquefois disproportionnés par rapport aux résultats. Et c'est de leur apprendre quelque part l'essentiel.
c'est franchement le côté pragmatique, savoir expérimenter. Ça, c'est le mot d'ordre tous les jours, c'est de se dire, avant de vous lancer, expérimentez, regardez, interrogez vos clients, faites-vous accompagner et pivotez sans arrêt s'il y a besoin ou améliorez votre service avant de le déployer de manière massive, puisque c'est souvent ça qui pêche. Puisqu'on commence à se lancer dans des gros développements coûteux, alors même que le marché, en fin de compte, ne rencontre pas, l'entrepreneur ne rencontre pas son marché. Et donc ça, c'est pour moi essentiel. Et c'est ce que me disent les intrapreneurs en général, d'avoir la capacité d'expérimenter et de se dire à un moment donné, on arrête. Et ça, c'est aussi apprendre à reconnaître l'échec comme étant quelque chose qui va te permettre de mieux rebondir. C'est hyper important. On n'a pas cette culture-là, quelque part, dans les grandes entreprises. Et je pense que c'est ce que nous apportent aussi les startups, puisque toutes nous témoignent en disant, bah oui, bah nous aussi, on a vu que c'était pas bon, on a rechangé. Et de leur faire prendre conscience que c'est pas une mauvaise chose, ou c'est important, en fin de compte. Bah écoute, merci pour ce témoignage. Redouane, je te donne la parole si tu veux nous présenter un petit peu le programme de la métropole de Lyon. Le programme de la métropole, nous, en fait, ça fait près de 20 ans qu'on soutient les entrepreneurs. Ça ne paraît pas forcément naturel qu'une collectivité soit là-dessus. Les objectifs initiaux, c'était d'améliorer le parcours des créateurs d'entreprises, parce que c'était déjà la jungle il y a 20 ans. Okay. Aujourd'hui, c'est plus la jungle, c'est la triple jungle. Et donc, notre légitimité est toujours là, puisqu'il faut toujours améliorer le parcours des créateurs d'entreprises. C'est aussi de venir là où le privé ne va pas. Donc, on a financé un certain nombre d'associations qui accompagnent des entrepreneurs. Et puis, notre job, c'est aussi de faire vivre cet écosystème, de faire corps avec tout ça, puisqu'on ne soutient pas que les startups, nous on soutient tout le monde, on est des gentils. Et je pense que c'est important. Il n'y a pas de méchants ici. Voilà. Non, justement, ce que je veux dire, c'est qu'on est généreux, par le terme gentil, mais au-delà de la plaisanterie, je pense que c'est super important, puisqu'on peut accueillir les plus belles licornes du monde sur notre territoire. De manière très triviale, on aura toujours besoin d'un plombier pour déboucher les toilettes, quoi, pour faire très court. Et donc, tout ça est important. Donc, on parle d'écosystème d'accompagnement, mais aussi l'écosystème des entreprises qui est important. Alors, je ne vais pas vous citer tout ce qu'on fait, mais nous, on opère sous la marque Live. Donc, on a voulu volontairement une marque commerciale, entre guillemets, pour sortir un petit peu de cette image trop institutionnelle. Donc, quand je parlais d'entrepreneurs de la fonction publique, voilà, je vous apporte ici des faits objectifs. Donc, Live, c'est la marque sous laquelle, d'une part, on fédère les acteurs de la création d'entreprise, dont fait partie le H7. Ouais. Mais c'est aussi la marque sous laquelle on opère nous-mêmes des actions. Donc, on a des bâtiments un peu lieu totem comme celui-ci, mais pas en centralité, plutôt en périphérie, pour venir répondre à d'autres publics. Donc, c'est très, très complémentaire au H7. Donc, dans ces bâtiments, on a des offres d'accompagnement très concrètes, très directes, notamment sur les parties commerciales, parce que pour nous, c'est un enjeu fort. Créer sa boîte, finalement, c'est pas compliqué. Donc, générer du chiffre et encore plus du résultat, c'est une autre affaire. Donc, on les emmène aussi sur ces sujets. Et ensuite, on opère aussi des gros événements. Je pense au Festival Live, qui sert à promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, pour faire court, c'est une initiative un peu originale. Il y a tous les gens qui sont convaincus, qui poussent la porte des incubateurs, mais il y a tous ceux qui gardent les idées sur étagère. Et des belles idées, il y en a. Et il y en a plein. Et du coup, on a décidé de faire tout sauf ce qu'on a l'habitude de faire, des tables rondes, des workshops. On a décidé de fêter l'entrepreneuriat comme on fête la musique ou le cinéma. Et donc, c'est des activités ludiques pendant 2 jours, partout sur la métropole. Donc, escape game, pitch en haut d'un mur d'escalade, une murder party. Voilà. Mais le ciment qui réunit, voilà, qui réunit tout le monde, c'est la thématique de l'entrepreneuriat. Et on se rend compte que ça produit des choses parce que ça réunit les gens. Et puis ensuite, en termes d'autres actions, on est là aussi pour impulser des dynamiques. Donc, je vais citer 2 programmes, par exemple, qu'on a lancés, dont un qui est opéré ici par la French Tech. C'est le programme Lyon Startup. Donc l'idée, c'était de dire, pour créer une licorne, je sais pas, il faut peut-être 2000 startups, mais pour créer une startup, il faut 100 wannabe startups, et pour avoir 100 wannabe startups, il en faut 1000 quoi, en amont, 1000 idées en amont. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on aille chercher les gens dès le stade de l'idée. Et donc Lyon Startup, vous avez une idée innovante, on vous accueille, on vous acculture à l'entrepreneuriat, au monde des startups, on vous connecte avec tout un tas de gens très utiles, et on vous permet de grandir sur 4 mois, et ensuite, on alimente tous les incubateurs, accélérateurs du territoire, et ça produit des belles entreprises qui, finalement, pour certaines, sont hébergées ici au H7. Ouais. Et puis, autre programme,
plus en aval, un programme qui s'appelle Pépite. L'ambition initiale de ce programme, qui va fêter ses 10 ans là, au mois de juin, c'est de créer davantage d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire sur notre territoire, puisqu'on en manque cruellement. Et l'idée, c'est de venir prendre des boîtes qui ont déjà fait leur preuve de leur modèle économique, qui atteignent, on va dire, un plafond de verre en termes de croissance. Donc, c'est des boîtes qui font 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont une croissance à 2 chiffres au cours des dernières années, des 3-4 dernières années. Et elles ont un peu le syndrome de la tête dans le guidon. Donc, on vient juste débloquer ce plafond de verre pour permettre à ces boîtes de continuer à grandir. Et ça marche. On va fêter la 100e pépite, là. C'est des boîtes qui sont fidèles au territoire, qui créent de l'emploi, de la valeur, de la richesse et puis un dynamisme certain. Voilà. Donc, je ne vais pas vous citer tout ce qu'on fait, mais, voilà. Mais je sens qu'on pourrait faire le podcast. On pourrait y aller, exactement. Il y en a d'autres. J'ai quand même une mini petite question à te poser, Redouane. Déjà, Liv existe depuis combien de temps? Et est-ce que tu as une boîte, pour nous donner concrètement un exemple, qui donc, est passé par Liv, donc qui est aussi OH7, et que tu aimerais nous présenter en une petite minute, quoi? Alors, no pressure. Du coup, non, mais Liv, donc ça existe le 14 mai 2018. On a fêté nos 4 ans il y a pas très longtemps. Mais la dynamique, en fait, parce que tout ça est un process, la marque est arrivée le 14 mai 2018, mais ça fait 20 ans qu'on soutient l'entrepreneuriat, mais sous les formes que je viens de citer, c'est effectivement depuis 4 ans. Alors, je connais beaucoup de boîtes, pas près vous dire, dans le H7, celles qui sont passées aussi par Liv. Comme ça, de tête, je ne saurais pas vous dire, mais on a des très bons exemples de boîtes qui sont passées par le réseau, qui ont consommé tout un tas de... je pense à Neo Camino, qui est passé par plein de choses, qui est dans le numérique, qui aurait pu être au H7. Il y en a énormément. Je pense à certaines pépites qui tournent bien. Je pense à Obiz, par exemple, qui est très impliqué dans l'écosystème H7 et French Tech. Voilà, donc je peux citer ces deux boîtes-là comme ça de manière spontanée. Après, on en a certainement une qui a un peu tout consommé et qui est hébergée là. Mais si ça me revient pendant la... Il n'y a pas de souci, on les salue en tout cas. Et puis, on va quand même te donner la parole, Pierre-Alexandre. Oui, donc merci de me questionner sur le sujet. Effectivement, le Crédit Mutuel, ça a plus de 160 ans. C'est une coopérative et déjà à l'époque, c'était innovant de créer une coopérative et autour d'un sujet qui était important, c'était comment on peut améliorer la vie de chacun et surtout, dans un contexte de révolution industrielle, comment on peut permettre aux plus pauvres de pouvoir créer leur activité, entreprendre, et pouvoir se lancer. Et on a eu la vision d'un homme qui a créé du coup une coopérative qui permet aux plus riches de prêter aux plus pauvres pour pouvoir créer et entreprendre. Et aujourd'hui, au Crédit Mutuel, alors aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation, mais jusqu'à il y a quelques années, toutes nos équipes sont sur le terrain pour soutenir nos entrepreneurs. Donc on a un gros maillage du territoire. On a pris le pari de ne pas fermer de caisse de Crédit Mutuel dans un contexte qui est plutôt à la fermeture sur le secteur, justement pour soutenir notre présence et notre proximité sur le territoire auprès des entrepreneurs. Tu parles des succursales physiques, hein. Oui, tout à fait. Okay. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dans cette logique, on a vu pousser la porte de plus en plus depuis quelques années de start-up qui venaient nous voir en disant bah voilà, moi je veux monter ma boîte sur un projet totalement innovant qui n'existe pas. Et dans notre modèle, nous généralement, on accompagne des entreprises qui font déjà du chiffre d'affaires, qui ont un modèle qui est connu, sur lequel on prend des risques, mais on sait qu'il y a un modèle d'affaires qui est derrière. Et c'est vrai que sur des structures comme celle d'Hugo, mais globalement sur les startups, le modèle, il reste à créer, à définir, et le modèle de rentabilité aussi. Et en fait, dans ce contexte, la rencontre avec H7 et auparavant avec Artifarty, que l'on connaissait bien, ça nous a surtout permis de créer une acculturation pour nos collaborateurs. Sur le Crédit Mutuel du Sud-Est, c'est 1300 collaborateurs et 1300 élus. Donc ça fait du monde à former, à acculturer, à accompagner. Donc ça, c'est la première grande mission que l'on a eue avec l'accompagnement d'H7. La deuxième, c'est de pouvoir accompagner du coup aussi des startups, que ce soit de l'accompagnement bancaire, ça c'est une chose, mais la plus grande des démarches, elle est dans tout ce qui est accompagnement de leur preuve de concept. Pouvoir les accompagner. On accompagne ici quelques startups qui se développent et qui ont besoin d'utiliser leur système dans nos agences et que l'on va mettre en avant, sur lesquels on va tester, on va améliorer. Voilà, des fois ça se plante, on se relève et on retravaille les choses. Donc ça, c'est un gros programme qu'on essaye de monter jusqu'au national. Les preuves de concept, hein, excuse-moi de t'interrompre, c'est donc ce qu'on appelle des POC, c'est-à-dire des tests. Oui, c'est ça.
Donc c'est pour valider Exactement. la solution et le produit et son fonctionnement, quoi. Ouais, j'ai pas utilisé l'acronyme, excuse-moi. Mais... non, il y a aucun souci, mais Mais comme je ne effectivement, vois pas les personnes qui nous et notre audience, donc qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'on salue chaleureusement, je préfère quand même être sûr oui, que tout à tout le monde fait, comprend tout à tout. fait. Donc effectivement, on essaye de faire des POC, que ce soit sur Crédit Mutuel du Sud-Est, mais aussi sur le national, puisqu'on Ok. remonte des projets au national. On a des structures nationales qui permettent ça. Et notamment, on a sur des structures d'éducation ici, sur lesquelles on arrive à les remonter au national et à proposer les offres derrière à nos sociétaires clients. Donc il y a une vraie démarche, une vraie synergie qui est intéressante avec ce que l'on fait ici. La troisième démarche, c'est de pouvoir aussi monter des ateliers, faire participer l'écosystème, faire vivre l'écosystème et se nourrir de l'écosystème, puisque nous, on a un modèle qui est très traditionnel, la banque de réseau, sur lequel bien, on vient un peu se mettre en difficulté ici en se disant, ben, voilà, toutes nos croyances, tout ce qu'on a appris depuis tant d'années, aujourd'hui, ici, on les met de côté, on rapprend à travailler autrement, et on utilise les modèles, effectivement, de ce que font les startups pour essayer de les appliquer au quotidien. Et ça, c'est vrai, comme le disait Marie-Christine, faire bouger les choses dans des entreprises qui sont très grandes, c'est beaucoup plus long. Hein. Plus le bateau est gros, plus il est long à manœuvrer. Ouais. Voilà, le Titanic le sait bien. Hein. Quand on a un petit bateau, on peut vite piloter. Quand on a un gros bateau, c'est beaucoup plus long. Voilà. Et la dernière démarche que l'on a montée l'année dernière, c'est le concours 4S, 4S Summer d'Innovation, qui est un concours ouvert aux startups que l'on accompagne. On a monté le concours l'année dernière pour la première fois, donc à l'origine du Crédit Mutuel du Sud-Est. Et pour cette seconde édition en 2022, on a une grande joie, une grande fierté, puisque le concours est passé en national. Donc d'initiative locale, on a pu le monter au national. Aujourd'hui, c'est 14 fédérations de Crédit Mutuel, et notamment anti-Guyane, donc pas que sur la métropolitaine, la métropole, que l'on déploie ce concours. Trop cool. Voilà. Et moi, j'aimerais rebondir sur une petite chose. Tu en as parlé, tu as beaucoup parlé de l'écosystème. Je crois pouvoir dire, pour toutes les personnes qui sont ici, qu'on partage plutôt les mêmes valeurs que H7, qui sont quand même axées sur le social, le partage et la rencontre des autres. J'ai quand même une petite chose, j'ai pas mal parlé donc justement avec Cédric, le CEO de H7 hier, qui m'annonçait que 86% des parts sont détenues par des associations, et c'est vraiment quelque chose qu'a voulu H7. Et au-delà de ça, il me semble que Crédit Mutuel est un partenaire since day one, et qu'au-delà de ça, et donc ça va être ma question, mais vous avez octroyé, il me semble, un prêt d'un peu plus d'1 million d'euros pour justement reprendre ce lieu, sans garantie, et avec 50 000 euros en capital de H7. J'aimerais comprendre c'est quoi ce pari. Et d'ailleurs, il me semble que le taux est presque à moins d'1%. Donc, j'aimerais sans dire c'est du bénévolat. Pourquoi ? C'est ça la question. En fait, comment ça se fait qu'une banque, en plus, tu l'as dit toi-même, est assez traditionnelle, souhaite mettre un pied dans l'innovation et ne soit presque pas drivée par un retour sur investissement à court terme ? Alors c'est vrai que ça peut brusquer, notamment ceux qui nous regardent, de se dire une banque n'a pas forcément une volonté de forcément manger tout le monde et gagner beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent. En fait, le pari, il est pas très risqué, puisqu'Artifarty, on les connaît, on les accompagne depuis très longtemps, notamment sur les nuits sonores. Donc le partenariat a été monté depuis très longtemps, on connaît bien les actionnaires d'H7. Donc on sait que le pari, il n'est pas fou. C'est vrai qu'à l'origine, H7 était le plus gros, enfin est toujours d'ailleurs le plus gros, le lieu totem de l'innovation sur Lyon. Donc là, il y avait quand même un pari de se dire, est-ce qu'il y aura les structures qui viendront, les startups qui seront au rendez-vous, et comment va se passer l'accompagnement ? Donc là, le pari, effectivement, il était fort. Maintenant, on savait qu'avec eux, le staff est tellement bien monté, les équipes sont tellement bien rodées, que le risque était maîtrisé. Donc c'est aussi en ça que la banque, elle arrive à planifier. C'est-à-dire qu'une structure qui naît où il n'y a rien, forcément, on va avoir tendance à prendre plus de garanties, à être un petit peu plus... voilà. Par contre, une structure qui est déjà très bien rodée et que l'on connaît bien, et bien forcément, on va pouvoir être plus souple et les accompagner. En tout cas, notre démarche, nous, on est aussi une association, Crédit Mutuel, hein, ça peut faire sourire, mais on est une coopérative, c'est un modèle associatif. Donc, on accompagne pleinement ce modèle d'association que tu as bien rappelé. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'au final, tu es en train de dire que le projet en tant que tel est très intéressant, mais ce dans quoi tu as investi, c'est l'humain au final. Exactement. Ce sont l'équipe qui pilote tout ça. Et je crois qu'en plus, ça fait une bonne intro à toi, Hugo, parce qu'il me semble que quand on investit dans une start-up, since day one ou since day two, disons, en général, il n'y a pas encore de chiffres. Donc, d'un point de vue risque, on est vraiment au max du max, et c'est de l'humain. Au maximum.
J'aimerais savoir, pour toi, Hugo, alors comment phraser ma question. En fait, si tu devais t'adresser à des entrepreneurs qui sont comme toi il y a peut-être 6 mois ou il y a 1 an, qui se posent la question, donc se lancer, essayer de s'entourer de personnes, comment tu le ferais? Est-ce que c'est aussi peut-être dans une perspective d'aller lever des fonds plus rapidement par la suite, ou du moins d'aller chercher tes clients, valider ta proposition de valeur via des POC, et ainsi de suite? Alors, passer de 0 to 1, quoi. Exactement. Alors après, ça dépend beaucoup pour le coup des secteurs. Bien sûr. Parce qu'évidemment, selon le secteur où vous vous lancez, vous allez avoir des besoins d'investissement plus importants ou pas. Donc dans du numérique, on peut avoir des investissements plus faibles qui permettent du coup de pouvoir dépendre d'autres moyens de financement. Dans mon cas, moi, j'étais plutôt dans de l'industrie, donc c'est des gros investissements capitalistiques au début. On parle plutôt de 300 000 euros. Donc il faut aller chercher cet argent-là pour se lancer. On ne peut pas se lancer avant, sinon c'est pas forcément rentable. Pour ça, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment construire un maximum d'arguments pour montrer que c'est rodé, que c'est prêt. Montrer que vous êtes au maximum accompagné, en tout cas sur vos faiblesses, et connaître ses faiblesses. En fait, je pense qu'il faut vraiment lever les points de faiblesse et se dire, moi aujourd'hui, dans mon cas précis, j'avais pas forcément cette connaissance technique, donc je vais me former, je vais être accompagné par les bonnes personnes. J'ai besoin de développer certains points plutôt juridiques, etc. Et du coup, je m'accompagne de Hachette. Juste, t'es sur quel horizon là? C'est-à-dire quel horizon? C'est-à-dire tes besoins et tes potentiels objectifs qui vont venir, c'est quoi? C'est à plus 6 mois, c'est à plus 5 ans? Alors, quand je suis rentré au Hachette, c'était vraiment à horizon plus 6-8 mois. Okay. C'était vraiment la finalisation un peu avant le financement. Le financement s'est déclenché à peu près au bout de 4 mois. Et puis là, j'ai obtenu tous les financements par différentes entités qui me permet maintenant de pouvoir créer le site à partir du mois de septembre. Voilà. Et du coup, quand tu pitches justement Zoya et que tu présentes un petit peu toute ta feuille de route, ta roadmap, bien sûr, elle est sur combien de temps? Pour le coup, la roadmap de Zoya, quand je la pitch, elle est sur 5 ans. Il faut vraiment avoir une vision, je pense, à 5 ans assez complète. Avec vraiment... Après, ça va forcément changer. Donc, mais il faut avoir vraiment les idées claires sur se dire, voilà, au bout de 5 ans, c'est quoi l'objectif? Combien on sera? Quel chiffre d'affaires on aura? Et où est-ce qu'on sera aussi d'un point de vue régional, national, etc. C'est essentiel de donner cette vision-là. Très essentiel. Même si dis-moi si je me trompe, mais comment dire, ça reste beaucoup d'hypothèses. Ça reste beaucoup d'hypothèses, mais c'est le meilleur des mondes. Cette timeline, c'est le meilleur des mondes. Évidemment, il y a plein de choses qui changent, il y a des retards, il y a plein de choses qui vont arriver sur l'aventure, mais c'est aussi ça l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc après, à moi de m'adapter et de pouvoir toujours garder ce même horizon. Et un mini focus sur H7. Bien sûr. H7 en tant que tel, pourquoi tu as apply pour venir ici? Qu'est-ce que toi ça t'apporte? Voilà. Alors pour Clou, quand j'ai candidaté, c'était donc vraiment pour ce partenariat avec Suez, puisque en fait une ferme verticale, les grandes thématiques d'une ferme verticale, c'est comment j'optimise mon énergie, comment je recycle au mieux mes déchets, en tout cas le peu de déchets qu'une ferme verticale fait, et puis comment aussi je traite mon eau. Pour le coup, c'est exactement ce que fait Suez, c'est exactement leur connaissance. Donc pour le coup, ça m'a apporté énormément de savoir en très peu de temps. Parce que Suez est extrêmement présent dans la région, donc ils ont les sites de la Fessine, donc en traitement des eaux, ils ont d'autres sites d'un point de vue national dans de l'optimisation de l'énergie. Donc tout ça, en fait, c'est un puits à savoir en peu de temps. Et puis ensuite, le fait d'être au Hachette, c'est après tout cet écosystème dont on a pu parler, qui est vraiment soit entre startups, de parler avec des startups qui sont juniors ou déjà bien développées depuis 3 ans, comme parler avec des grands groupes, avec des banques, avec des grosses entités qui vont pouvoir aussi donner, eux, leur connaissance, leur savoir. Voilà. Super, merci. Marie-Christine, mais je vais vous poser la même question un petit peu à vous tous. Comment on peut rentrer dans un de vos programmes en tant qu'entrepreneur ? Comment et quels sont les critères de sélection? Et si vous avez des petits tips pour qu'on puisse se démarquer dans nos candidatures, écoutez bien. Donc, les programmes, alors en général, nous, on fait un appel à projet. Ouais. On est plutôt parti sur le sujet de se dire si on veut accompagner des intrapreneurs, ça veut dire qu'on a un vrai objectif, qu'on a une vraie ambition de promouvoir déjà les services qu'on va pouvoir détecter dans le cadre d'appels à projet. Donc en général, on publie des appels à projet qui sont de différentes natures. Ça peut être soit pour accompagner des idées, et on est plus dans le monde du social, pour aider des associations à pouvoir monter et rendre concret leur idée, soit vraiment sur de l'accélération, c'est ce qu'on a fait avec le Hachette, pour pouvoir accompagner des sociétés qui ont déjà fait leur proof of concept. Donc on est assez participatif sur le côté
sélection, puisque ce sont nos API innovateurs qui viennent voir et qui viennent étudier les différentes propositions, puisqu'on va même leur demander de représenter les startups qu'ils vont pousser en avant quand on va leur demander de les préclasser. Donc ça nous permet aussi de déterminer des parrains marraines futurs qui sont vraiment enthousiastes par le projet et qui ont envie d'accompagner. Donc on est vraiment sur cette partie-là. Ils font une présélection, encore une fois, et la sélection finale, forcément, se fait avec plutôt des experts, puisqu'on va aller chercher soit des investisseurs, soit des experts du Hachette pour pouvoir venir aussi nous aider à vérifier que c'est en adéquation avec notre propre projet. Donc on est vraiment sur cette logique plutôt de on fait un appel à projet, on regarde en interne dans un premier temps, on fait participer des experts dans un deuxième temps, et après on mène le programme. On n'a pas une volonté de faire des programmes tous les ans, puisqu'on est plutôt, nous, dans l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on voit qu'il y a une start-up qui nécessite un vrai intérêt, avec qui on a pu travailler, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'expérimentation après le programme, c'est-à-dire les accompagner encore au-delà du programme pour aller mener vraiment des projets pilotes pour les rendre encore plus visibles. Et donc, souvent, ça se fait tous les 2 ans, ou voilà, on est plutôt sur un timing qui va se dire un peu plus long, en intercalant naturellement les programmes internes, puisqu'après, il y a les programmes internes où là, on fait appel aux collaborateurs internes et eux, à ce moment-là, se proposent de prendre en charge un concept ou le développer. Et c'est de la même manière. On a un jury et on essaye de mettre des externes aussi pour essayer de pouvoir jauger en fonction des appétences, des compétences aussi, de l'énergie que va vouloir mettre l'intrapreneur, en fin de compte, pour pouvoir valider les candidatures. Et pourrais-tu nous spoiler quand sont les prochains appels d'offres, enfin les appels à projets plutôt, pardon. Alors, potentiellement, normalement, on va y arriver. Notre programme d'intrapreneur deuxième saison va commencer en septembre, donc ça concerne moins nos auditeurs. Par contre, on va préparer un programme d'appel à projet pour l'année prochaine. Là, on est en train de déterminer la thématique, puisque forcément, on est plutôt sur des problématiques sociétales d'accompagnement, sans dévoiler quoi que ce soit, mais on reste quand même sur l'accompagnement des personnes fragiles, puisque c'est la raison d'être même du groupe Apicil. Et chaque fois, on est plutôt comment aider les personnes les plus vulnérables, que ce soit les personnes handicapées, que ce soit aujourd'hui les aidants qui ont vraiment des difficultés à pouvoir mener à la fois une activité professionnelle et une activité et leur quotidien d'aidant. Donc voilà, on est plutôt sur ces thématiques-là. Mais on précisera ça forcément, puisque en général on se sert du Hachette, donc restez à l'écoute du Hachette, puisqu'il se fait l'écho en général de nos appels à candidature, puisque on travaille toujours avec eux. Écoute, merci pour le petit teaser. J'ai essayé d'aller chercher des infos. Donc voilà. C'est la même question pour toi, Redouane. Je voudrais savoir un petit peu, comment dire, qu'est-ce que H7 vous apporte et comment vous, derrière, sur vos programmes, vous choisissez aussi vos intervenants, enfin vos start-upers et autres, ETI, etc., tous les entrepreneurs. Alors pour la première question, qu'est-ce que H7 nous apporte? Moi, je pense que c'est surtout qu'est-ce que H7 apporte aux entrepreneurs, parce que voilà, notre satisfaction est celle des entrepreneurs. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que je regarde. C'est pour ça que je regarde Hugo. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça apporte une énergie, ça apporte un réseau, un dynamisme qui est non négligeable. Et c'est ce que peut apporter H7 donc aux entrepreneurs et indirectement donc au territoire, et on est là pour ça. Après, pour ce qui est des appels à projets, les critères de sélection et compagnie, je dirais que quelque part sur toute la partie early stage, c'est très 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 ouvert. Je parlais de Lyon Startup tout à l'heure, il suffit d'avoir une idée innovante et ça suffit pour entrer dans le programme. Et l'appel à projet, c'est maintenant, donc j'en profite, je fais le petit instant publicitaire. Donc il suffit de contacter la French Tech pour aller plus loin dans ce programme. Et puis après, sur d'autres programmes, je vais reciter à nouveau Pépite. C'est un programme qui est beaucoup plus sélectif. Voilà, il n'y a pas 100 places.
On est en veille, donc on va les chercher aussi, on est proactif pour ces boîtes-là. Et elles nous sont aussi prescrites. C'est-à-dire que c'est des gens qui les connaissent, qui savent qu'elles sont dans ces phases-là d'hypercroissance. Elles vont nous les recommander et on les intègre suite à un petit jury. Et c'est surtout un jury de pairs. On donne beaucoup la parole aux entrepreneurs qui sont déjà passés par ces phases d'hypercroissance pour juger de la pertinence d'intégration de ces boîtes dans le programme. Voilà, donc on a un peu de tout. Il y a des choses très, très ouvertes. Il y a des choses qui sont plus spécialisées, plus confidentielles, et c'est normal. C'est pas de la sélectivité pour faire de la sélectivité, c'est pour essayer d'apporter le meilleur service à chacun. Et juste une petite question sur Pépite, par exemple. Déjà, est-ce que c'est régulier ou c'est plutôt opportuniste? Non, c'est régulier. C'est régulier. Tout au long de l'année, on recrute. Donc, il y a combien de batchs dans l'année? Donc, dans l'année, on recrute 10 pépites. Ok. Voilà. En même temps, je veux dire? Non. Donc, là, par exemple, on a un jury la semaine prochaine. Il y a 2 candidates. D'accord. 2 entreprises candidates. Voilà, donc on arrive à en générer 10 comme ça. Et là, on développe un nouveau programme. Je vais l'annoncer en avant-première. Le 16 juin, on lance ça. L'idée, c'est que Pépite, on est déjà à un stade bien avancé. Là, l'objectif, c'est d'acculturer les entreprises à la croissance et à l'hypercroissance plus tôt. Donc là, on va faire un programme dédié pour des boîtes qui font entre 500 000 et 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui commencent déjà à avoir des problématiques de recrutement, de management intermédiaire, de développement à l'international, des choses de ce type-là. Et on va mobiliser tout un réseau autour de ça. Ça se passera pas très loin d'ici à l'Hôtel Dieu. Et il y aura une résonance très très forte. Et on pourra être aussi bien au H7 que là-bas. C'est pas de l'hébergement. C'est vraiment un lieu ressource où on va pouvoir faire converger beaucoup de compétences au sein des entreprises ou au sein des réseaux d'accompagnement. Voilà. Donc ça, c'est le 16 juin. On follow Métropole de Lyon, comment on peut avoir l'info? Vous followez les infos livres sur les réseaux sociaux. Et puis, on est en partenariat sur ce sujet avec le réseau Entreprendre et le cabinet Price. Okay. Donc, vous pouvez aussi suivre les actualités de ces 2 réseaux. Mais il y a plein de monde qui est derrière. Donc, ça, c'est vraiment le trio qui porte le projet. Et puis, derrière, il y a tout un écosystème avec plein de gens. Hâte de voir tout ça en juin. Restez sur les réseaux. Merci Redouane. Je me tourne vers toi, Pierre-Alexandre. C'est un peu la même question. Je voudrais savoir un petit peu comment tu sélectionnes tes startups, en tout cas via le Crédit Mutuel. Et puis derrière, et déjà, quelles sont les prochaines, je ne sais pas s'il y a d'autres batchs ou d'autres appels à projets. Et au-delà de ça, comment on peut taper dans l'œil du Crédit Mutuel? Comment on peut taper dans l'œil? C'est vrai que dans les grands groupes, souvent, on a envie de travailler avec les grands groupes. Nous, en fait, on n'a pas de programme particulier. Alors, on est en train d'en monter avec H7 sur des thématiques particulières. Okay. Donc là, effectivement, on montera par la suite, pour l'instant rien n'est calé, des appels à projets. Sinon, pour le reste, on est vraiment dans l'échange, dans l'ouverture. C'est-à-dire que de nous-mêmes, on se rapproche de structures parce qu'on identifie peut-être que l'une d'entre elles pourrait nous aider dans nos activités au quotidien. Et à côté de ça aussi, donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment c'est une vraie ouverture de notre part, un vrai défi. Moi, j'ai un bureau qui est ici à plein temps, donc je suis toujours là. Et c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment d'être au plus proche en fait de ce qui se passe. Et ici, on est vraiment très proche de ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça que nous tous intervenant autour de cette table, je pense que c'est ce qui nous relie, hein, c'est le fait d'être au cœur de l'écosystème. Et pour autant, on a tous des activités par ailleurs ou des déplacements qui nous poussent à des fois quitter les lieux. Mais c'est vrai que c'est un vrai lieu de rattachement. Et dans les conférences que l'on peut faire, dans les rencontres que l'on fait, c'est là où vraiment ça se détermine de savoir s'il y a une possibilité. Et puis, comme je le disais, c'est vrai que au niveau local, on n'a pas forcément la possibilité d'accompagner toutes les entreprises innovantes. Le fait de pouvoir prendre des projets locaux et de pouvoir les emmener sur le national pour justement travailler des problématiques que l'on a au national, là aussi ça a tout son sens et c'est là-dessus qu'on accompagne les structures.
Donc s'il y a des futurs entrepreneurs qui nous écoutent, ils peuvent aller te pinguer en direct. Exactement, pas de souci. Sur LinkedIn, c'est Ok. un bon moyen de réseau. On essaye de répondre à tout le monde, même s'il y a pas mal de sollicitations. Et l'actualité fait qu'on est assez chargé, puisque avec le concours 4S, qui est une autre possibilité de rentrer avec nous en contact, puisqu'on a 4 thématiques qui nous sont chères. La première, c'est la solidarité. La deuxième, c'est l'environnement, la culture et les territoires. Ça tombe bien, les territoires, on en parle aujourd'hui. Donc là-dessus aussi, c'est dans nos appels à projets, ça nous permet aussi de cibler parfois des projets qui peuvent nous intéresser et continuer à les travailler. Dernière petite question pour toi, Hugo. Allez, je t'écoute. Question bonus. Aujourd'hui, tu es basé à Lyon. Oui. Est-ce qu'il y a une vocation à bouger à terme? Est-ce que tu penses justement que Zoya peut devenir national, voire international, et ce, tout en restant à H7? Ou est-ce que tu penses qu'il va falloir rejoindre la capitale ou autre hub tech en Europe? C'est une bonne question. J'espère que la réponse sera bonne. Mais... Bien sûr que la réponse sera bonne. Non, mais en plus, c'est vrai que la réponse sera bonne. Effectivement, la but de Zoya, effectivement, c'est d'aller chercher le niveau international. Aujourd'hui, Lyon, pour moi, c'est l'épicentre. Enfin, moi, avant, je travaillais à Paris, je suis revenu à Lyon pour lancer Zoya. C'est un point qui est assez important. T'es lyonnais à la base ou pas du Je tout? suis lyonnais de base, c'est sûr, mais voilà, j'ai quand même fait le choix de revenir de Paris, qui est quand même bien équipé aussi dans le système startup, à Lyon, puisqu'aujourd'hui on a vraiment un gros pôle food tech, on a beaucoup d'industriels, on a être le futur siège social parfait pour la société. Après, tout se spécialisera, mais en tout cas, on a aussi des entités de formation. En tout cas, je suis en contact avec l'ISARA, école d'agronome, l'INSA, école d'ingénieurs aussi qui est très réputée sur le campus de la Doua. Okay. Donc aujourd'hui, on a tout, en tout cas, le portefeuille de besoins qui est présent à Lyon. Voilà. Okay. J'imagine que grâce à tous ces partenaires, justement, tu peux avoir accès à tout ce qui est grands groupes et bien sûr, les corpos. Complètement, ouais, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop mentionné le fait, mais c'est vrai qu'Hachette, en plus, est un accélérateur plus qu'un incubateur aussi. Donc c'est vraiment dans la logique de rapidement donner les bons contacts pour que les entreprises accélèrent. Donc c'est comme ça qu'ils se définissent, vraiment pour plus l'accélération. Ouais. Je crois pouvoir dire un grand merci à vous tous pour en tout cas cette conversation. Merci pour tous vos retours. J'espère que tout le monde a bien écouté, sinon il y aura sûrement ici avec nous, mais Suez a un programme d'accompagnement sur l'alimentation durable, donc avec toi, il me semble, Hugo. On a évidemment Apicil sur la santé. On a un autre programme dont on n'a pas parlé, c'est Let's Go, c'est sur du gaming. Et il y a un nouveau programme que je vous spoil un petit peu en avant-première et qui recrute pour septembre, c'est sur du Web 3 ou Web 3, I don't know how to say, mais... Restons en français. Donc voilà, grosse industrie en vogue cette année et ces derniers mois surtout. Et donc c'est iExec qui va lancer le premier batch le 1er septembre. Donc voilà, à vous tous qui nous regardez ou qui nous écoutez, si jamais vous êtes intéressés, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Si vous avez des questions, me pinguer ou pinguer nos intervenants sur LinkedIn. Je pense que je pourrai pouvoir parler en vos noms. Complètement, avec grand plaisir. Ça fera très plaisir d'échanger avec tout le monde. N'hésitez pas. Et voilà, je crois qu'il nous reste 1 ou 2 petites minutes. Je ne sais pas si vous avez des YVE. Ouais, pour ceux qui veulent candidater. Si tu me donnes la petite minute de publicité. Non, mais parce que j'y pensais tout à l'heure en disant que c'est www.livre-lion.com. Voilà, et c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Super. Moi, je voulais juste confirmer à Hugo comme quoi on peut tout à fait avoir son siège social à Lyon et raisonner sur le national, voire l'international. Je t'ai tendu une perche. Complètement. Là, du coup, merci. Très bien. Christine. Si je ne pouvais pas le dire, j'aurais pas été objectif. Mais je te soutiens. Bon, faites un tour à Lyon, tout le monde. Je crois pouvoir dire que la tech est bien présente et qu'aujourd'hui, on commence à faire un peu plus de bruit pour montrer qu'il n'y a pas que Paris. Donc voilà, venez nous voir, on est là. Et en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis encore une fois. Merci Pierre-Alexandre, merci Hugo, merci Marie-Christine et merci Redouane d'avoir répondu à toutes mes questions et pour vos retours d'expérience.